Eh bien, c'est parfait. Si vous le voulez bien, nous allons commencer. Ce qu'est véritablement les travaux académiques et scientifiques du colloque. À nouveau, bonjour à ceux qui n'étaient pas encore arrivés. Et je vais donc tout d'abord revenir sur la bienvenue à tous, et là plus spécialement à notre collègue Monsieur Christian Puren de l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne. Avant de lui céder la parole, je vais faire une toute petite présentation sur sa très très longue biographie et bibliographie. Oui, petite et courte, ne vous inquiétez pas. Alors, Monsieur Christian Puren est didacticien des langues culture, spécialiste en espagnol et en français, langue étrangère. Il est professeur émérite de l'Université de Saint-Étienne depuis sa retraite en septembre 2008. Il est président d'honneur de plusieurs associations et groupes de recherche. Au cours de sa carrière, il a enseigné l'espagnol, le français, langue étrangère, langue, culture, littérature, dans plusieurs universités étrangères, au Venezuela, au Maroc, en Côte d'Ivoire, et françaises, Bordeaux 3, Paris 3, Sorbonne Nouvelle, etc. Il a publié depuis le début des années 80 plus de 150 articles dans une vingtaine de revues françaises et étrangères et de nombreuses collaborations dans des ouvrages collectifs. L'axe de ces travaux, eh bien, c'est la didactique complexe des langues cultures dans une visée interventionniste et dans la perspective de l'amélioration de l'apprentissage des langues. En qualité de didacticien généraliste, il a abordé de très nombreuses problématiques, l'analyse de manuels, l'autonomie, la compétence culturelle, les documents authentiques, la formation des enseignants, l'évaluation, la littérature, l'observation de classe, la pédagogie différenciée, la pédagogie de projet. Et depuis la publication du cadre européen commun de référence pour les langues datant de l'an 2000, comme nous le savons, il a privilégié la question de la conception et mise en œuvre de la perspective actionnelle en y appliquant les mêmes principes de la didactique complexe des langues culture. Alors, je vous cède la parole pour que vous puissiez nous illustrer sur l'innovation, le changement didactique des langues culture. Voilà. Bien, merci pour la présentation. Bonjour à tous, buenos días a todos. C'est un plaisir pour moi. Je remercie l'association de son invitation. C'est toujours un plaisir pour moi de venir, en général, dans un pays hispano-hablante, parce que dans une vie antérieure, j'étais agrégé d'espagnol, particulièrement en Espagne. J'habite à Toulouse, en France, donc je suis venu en voisin, et plus particulièrement à Séville, qui, comme le disait la collègue de l'ambassade de France, en utilisant une litote, bon, on est dans un colloque littéraire, donc c'est très bien. Séville, je peux le dire aussi de par mon expérience de vie et de travail dans beaucoup de pays et de villes, Séville n'est pas la ville la plus désagréable du monde. Voilà. Bon, vous avez le titre de ma conférence à l'écran. C'est un titre, j'avais proposé un ensemble de thèmes aux organisateurs. C'est le thème qu'ils ont choisi. C'est-à-dire que si ça ne vous plaît pas, c'est pas moi le responsable, en quelque sorte. La semaine dernière, j'ai participé aussi à un colloque à Poitiers, d'un département de littérature française. Et là, j'ai parlé de didactique de la littérature. J'ai pensé que c'était peut-être intéressant de prendre un peu de recul. Et donc, je vais faire quelque chose qui est plus de l'épistémologie, en fait. C'est-à-dire, quelle est la représentation, s'il s'agit uniquement d'images, ou si on est soi-même chercheur et qu'on cherche à innover, quelle est la conception que l'on a de l'action de la recherche. Je vais prendre un certain nombre d'exemples de management d'entreprise. Ne pensez pas que je sois un partisan de l'application de la logique du management dans les universités, ça n'a rien à voir. Il se trouve que les formateurs en entreprise, et en général la réflexion en management d'entreprise est très professionnelle et qu'elle a régulièrement une bonne vingtaine d'avance par rapport à la réflexion en didactique des langues. Je disais toujours à mes étudiants, si vous voulez voir ce qui va apparaître en didactique des langues dans 20 ans, vous lisez les ouvrages de management d'entreprise. Et, bon, je pourrais prendre des exemples, mais la question n'est pas là. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Bueno, al grano, comme on dit. Alors, j'ai pas fait une intervention suivie, dense, linéaire.
J'ai plutôt privilégié, disons, des petites touches un peu impressionnistes, dont l'objectif est surtout que chacun s'interroge un petit peu sur, comme je le disais tout à l'heure, à la fois les représentations et les conceptions qu'il a de l'innovation. En tant que chercheur, en tout cas en didactique des langues, la recherche en didactique des langues, la collègue l'a rappelé tout à l'heure, la recherche en didactique des langues est une recherche de type interventionniste, c'est-à-dire on ne cherche pas pour chercher, ou pas seulement pour faire carrière, on cherche aussi pour améliorer l'enseignement des langues. Donc il y a une relation directe, très forte entre recherche et alors innovation ou changement, là est la question. Mais je ne vais pas aborder la question de la relation entre la recherche et l'innovation et le changement, ce serait un autre thème et ce n'est pas celui-là que j'ai choisi. Alors voilà, je vous disais que j'allais parler d'épistémologie. Un concept de base en épistémologie, c'est le paradigme. Alors, le paradigme, ça peut être un principe central qui va commander toute la vision que l'on a d'un domaine de recherche, les objectifs que l'on peut se donner dans la recherche, les évaluations que l'on peut faire de la recherche. L'exemple qui est souvent pris par les épistémologues, je me réfère en particulier, vous le connaissez peut-être, à Thomas Kuhn, la structure des révolutions scientifiques, où il montre que la science ne fonctionne pas, ne progresse pas de manière linéaire, mais par rupture paradigmatique. L'exemple qui est pris, qui est très facile à comprendre, c'est l'astronomie. Vous avez le paradigme de Ptolémée. C'est quoi le paradigme de Ptolémée? C'est le principe unique que la Terre est fixe au centre de l'univers et tout ce qu'on voit dans le ciel tourne autour de nous, autour de la Terre, comme si c'était collé sur une voûte. Alors on est sur un colloque littéraire, vous voyez qu'apparemment la littérature et la poésie est particulièrement traditionnelle, puisque jusqu'au moins au XIXe siècle, les poètes parlaient encore de la voûte céleste. Et ça renvoie à ce paradigme de Ptolémée, qui ne rajeunit pas, puisque ça doit dater de quelques siècles avant Jésus-Christ. Après le paradigme de Ptolémée, il y a eu le paradigme de Copernic, que vous connaissez. La Terre n'est pas fixe, et la Terre n'est pas au centre de l'univers. La Terre n'est que l'une des planètes qui tourne autour du Soleil. Et puis il y a eu le paradigme de Hubble. Le Soleil n'est pas tout seul. Le Soleil, c'est l'une des étoiles de l'une des galaxies, et il y a un nombre infini de galaxies. Ce paradigme de Hubble est toujours compatible avec la théorie actuelle de l'univers en expansion. La seule chose dont discutent actuellement les physiciens, c'est plutôt inquiétant, c'est est-ce que cette expansion est continue ou est-ce que l'univers bat un petit peu comme un cœur, c'est-à-dire il y a la diastole et la systole. Est-ce qu'on va revenir à un centre unique avant l'explosion finale? On ne sera pas là pour le voir, heureusement. Heureusement. Moi, en tout cas, je pense que personne ici non plus. Donc, voilà, vous avez eu le temps, pendant que je faisais mon blabla, de lire tout ça. Le deuxième sens de paradigme, c'est celui que l'on a. Donc le premier sens de paradigme, c'est ça, principe unique, qui commande la perception que l'on a de son domaine de recherche et d'innovation éventuellement. Le deuxième sens de paradigme, c'est celui que l'on trouve en grammaire. Lorsqu'on dit un paradigme verbal, qu'est-ce que c'est? C'est une série verticale de formes qui ont un rapport entre eux. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Je connais bien ma grammaire française, vous voyez. Donc voilà le paradigme de l'indicatif présent du verbe être. On parle de paradigme verbal. D'accord? Et un paradigme, c'est aussi ça en épistémologie. Et vous avez ici deux paradigmes. Voilà. Ça ne me rajeunit pas non plus, vous voyez, ça vient de mon essai sur l'éclectisme de 1994, où je présentais ce que j'appelais à l'époque le paradigme de l'innovation, le paradigme de la variation. À un certain moment, j'ai parlé du paradigme révolutionnaire d'un côté et du paradigme gestionnaire de l'autre. Et mon essai sur l'éclectisme tire le constat du fait que, de toute évidence en didactique, la période révolutionnaire, désolé, elle était passée, quoi. Et qu'on était rentré dans une phase gestionnaire, de gestion du quotidien. Alors, pardon, je ne sais pas comment vous avez lu ça. Ouais, on y va, on y revient. Je ne sais pas comment vous avez lu ça, mais la manière dont vous l'avez lu va peut-être vous donner des idées, devrait vous donner des idées sur votre propre profil cognitif. Est-ce que vous avez lu d'abord verticalement chaque colonne, en essayant de vous imprégner de toutes les relations qu'il y a entre ces différents concepts, auquel cas vous êtes plutôt globaliste, ou est-ce que vous avez à chaque fois été à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, et là vous êtes plutôt analytique, et non pas globaliste, hein? Bon, en général, je parle devant des gens qui sont déjà des chercheurs, donc qui ont un certain niveau intellectuel. Ça m'étonnerait très fort que vous n'ayez pas fait les deux choses à la fois. Parce que dans la recherche, il faut à la fois avoir une vision globale
et rechercher des détails. Et à chaque fois qu'on a un détail, le replacer dans la globalité. Donc le va-et-vient entre le global et le synthétique, c'est un principe de base de la démarche de recherche. Voilà. Alors, dans mon essai sur l'éclectisme aussi, je présentais la représentation que j'ai de ce que j'appelle le champ de la didactique des langues. Jusqu'au milieu du XXe siècle, on ne parlait pas de didactique des langues, on parlait seulement de la méthodologie des langues. Donc on était centré sur la question du comment. Comment enseigner, comment apprendre, comment mettre en relation l'enseignement et l'apprentissage. Et puis il y a un moment, on s'est rendu compte justement que c'était complexe et que la seule réponse qu'on pouvait donner en tant que spécialiste de l'enseignement-apprentissage des langues à la question comment est-ce que je dois faire ceci, comment je dois faire cela, est-ce qu'il faut faire ceci comme ça, est-ce qu'il faut faire cela d'une autre manière, la seule réponse didactique, lorsqu'on prend en compte ce modèle-là, c'est ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend des modèles que l'on a en tête, ça dépend des objectifs, des contenus, ça dépend des environnements, ça dépend des pratiques installées, ça dépend de l'évaluation, ça dépend du matériel. En d'autres termes, si vous voulez, ce que j'appelle le champ de la didactique, c'est l'ensemble des positions à partir desquelles on peut avoir une réflexion méthodologique. Un didacticien pose des questions, un méthodologue essaye d'y répondre. Mais ils sont très complémentaires. Parce qu'avant de chercher la réponse, il faut être sûr qu'on a posé les bonnes questions. Et en didactique, il y a toujours des questions multiples. Et c'est pour ça que les réponses sont multiples. C'est une petite remarque sur ce que j'appelle la didactique complexe. Alors, je reviens à ce schéma. On peut le considérer comme une map monde. Vous savez, ces deux sphères que l'on présente comme ça, de façon juxtaposée, pour représenter la rotondité de la Terre. Et donc, vous avez une sphère avec le centre méthodologie. Okay, et puis vous avez deux pôles, le pôle matériel modèle et le pôle environnement pratique. La didactique des langues a toujours alterné entre ces deux pôles. C'est une polarisation structurelle. La logique révolutionnaire, c'est dommage qu'on ne soit pas en atelier parce que je vous aurais fait travailler un petit peu. C'est commode d'écouter les conférences. La logique révolutionnaire, c'est une logique qui, à partir de nouveaux modèles, ou théories, modèles, produit de nouveaux matériels. Et on va demander aux enseignants de modifier leurs pratiques. Un pôle repousse l'autre. À partir de nouveaux modèles cognitifs, linguistiques, on va fabriquer de nouveaux matériels en rupture, innovants par rapport au matériel antérieur. Et donc, un pôle repoussant l'autre, on va demander aux enseignants de modifier leurs pratiques et, quel que soit leur environnement, d'appliquer la nouvelle méthodologie. Ça, c'est les périodes révolutionnaires. Et puis, on bascule périodiquement, d'une période révolutionnaire à une période gestionnaire. La période gestionnaire, celle qui commence que dans les années 80, déjà dans les manuels en français langue étrangère, les manuels ne se réclament plus d'une méthodologie unique, mais d'un mélange, d'un mixte de méthodologies différentes. C'est beaucoup plus tard que les didacticiens ont commencé à se poser la question correspondante. Mais dans les auteurs de manuels, qui sont beaucoup plus en contact avec la complexité de la classe, avaient vu déjà ça bien avant, au début des années 80. Voilà, je ne sais pas si vous... Bon, Bonne Route, par exemple, manuel, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la méthodologie. Voilà. La logique... Alors, qu'est-ce que c'est la logique de formation, la logique révolutionnaire, innovante de formation? Eh bien, c'est ce qu'on appelle des stages de recyclage. Ça s'est appelé comme ça pendant des années. Vous voyez maintenant quelle est la connotation de recyclage. Vous prenez un enseignant titulaire. Vous ne pouvez pas le jeter, il est titulaire. Mais vous allez lui faire subir un traitement suffisamment rigoureux et vigoureux pour en sortir un professeur nouveau. Voilà. Un vieux chiffon tout sale, parce qu'on a essuyé beaucoup de choses dans les classes, quand on fait les pratiques de classe. Voilà, et on en sort un chiffon tout neuf. Voilà, c'est prêt à repartir. Les stages de recyclage, moi j'ai assisté à des stages de formation à l'approche communicative, j'en avais honte pour le formateur. J'ai vu une fois, c'est du terrorisme, heureusement ils ne le faisaient pas tous, mais le formateur qui disait « Bon, allez, on va commencer comme ça, alors vous me répondez très sincèrement, on est entre amis là, on y va. Qui est-ce qui fait faire des exercices structuraux en classe ?» Alors il y a quelques idiots qui n'ont pas compris, « Por donde va salir el tiro ?» comme on dit, et qui lèvent la main. « Vous pouvez vous lever là ?» Bon, ils se lèvent. Depuis le temps que vous n'êtes pas rendu compte que les exercices structuraux, ça servait strictement à rien du tout? Que depuis déjà 10 ans, l'approche communicative, on ne fait plus d'exercices structuraux, on apprend à parler en faisant parler? Ben non, on ne savait pas.
c'est-à-dire que les stages de recyclage, c'était des stages de professionnalisation qui commençaient par déprofessionnaliser. Voilà. Alors, excusez-moi, dans la logique gestionnaire, c'est l'inverse. Un bon professeur dans la logique révolutionnaire, c'est un professeur qui a été recyclé. Modèle, matériel, formé aux nouvelles théories, aux nouveaux matériels. Voilà, il est prêt à repartir au combat avec de nouvelles armes. Dans la logique gestionnaire, au contraire, le bon enseignant, c'est celui qui est capable d'adapter ses pratiques à des environnements très différents. Et donc la formation dans la logique gestionnaire, c'est d'envoyer les stagiaires voir de bons professeurs dans des classes différentes pour voir comment ils adaptent leurs pratiques à la complexité de leurs environnements d'enseignement-apprentissage. Bon, alors vous allez dire, pour l'instant on n'a pas parlé d'innovation et changement, on y arrive, et il y a aussi un paradigme. Je rappelle seulement ce que vous avez lu peut-être, si vous avez eu le temps de lire le petit livret de présentation. Voilà ce qui apparaît dans le résumé de mon intervention. OK ? Ça va ? On fait rarement la différence entre innovation et changement. Hein. Je pense que c'est une distinction qui est pertinente. Et donc on a des paradigmes différents. Voilà comment j'ai fait ce paradigme en quelques minutes avec un crayon papier d'abord. C'est-à-dire quels sont les concepts du paradigme de l'innovation et quels sont les concepts du paradigme de changement. Voilà, vous pouvez revérifier votre profil cognitif et voir comment vous lisez ça. Hein. Mais vous voyez que globalement, quand même, quand on a lu un paradigme et quand on a lu l'autre, on a lu l'autre, on voit bien quand même qu'il y a des oppositions. Quoi. Globalement, il y a des oppositions. Est-ce que vous êtes révolutionnaire ou gestionnaire ? Qui est révolutionnaire ? Levez la main. Non, je ne vais pas le demander. Dans certains pays, ce serait plutôt dangereux de le faire. Bon, je passe à quelques références bibliographiques. Vous voyez, ce n'est pas une conférence tout à fait suivie. Je prends encore des petites touches. J'ai trouvé récemment, grâce au site Le Café Pédagogique, c'était avant-hier, je crois, ou il y a 2 ou 3 jours, il y avait un article et on citait Huberman, que je connais très très bien, Huberman et Miles, parce qu'ils ont écrit un ouvrage sur l'analyse qualitative dont je me suis énormément inspiré. J'en ai parlé beaucoup. Hier, j'ai fait un séminaire en espagnol sur la théorie de l'innovation en didactique des langues. Et là, vous voyez, c'est un ouvrage qu'il a écrit sur l'UNESCO, que je ne connaissais pas encore il y a une semaine, qui date de 1973, sur l'innovation. Vous allez voir, on va en reparler tout à l'heure, on va voir un schéma qu'il proposait de l'innovation. Il est dans la période révolutionnaire. Hein. Et les révolutionnaires, ce sont des gens très énergiques et très optimistes. Très optimistes. C'est bien l'optimisme, hein. Voilà. Un autre ouvrage sur l'innovation que j'ai bien aimé aussi, c'est André Tricot, qui est un formateur, j'allais dire en IUFM, maintenant ça s'appelle les SP, les instituts de formation de professeurs en France. Oui. Il a écrit un ouvrage chez Retz en 2018, l'innovation pédagogique. Vous avez mon adresse électronique, donc si vous voulez le PowerPoint, vous m'écrivez, je vous l'envoie, sans aucun problème. Hein. Voilà, l'innovation pédagogique. Lui, par contre, est très réservé par rapport à l'innovation. J'ai mis ça aussi si je vous envoie le PowerPoint, mais je ne vais pas en parler. Vous voyez, il est à l'ESP de Toulouse. Le numérique permet-il d'innover ? Voilà, un petit article qu'il a écrit sur la question, que je colle là, encore une fois, je ne vais pas le commenter. Par contre, je vais parler un petit peu d'innovation technologique. C'est difficile de parler d'innovation sans parler de technologie, puisque la technologie, c'est quand même le support, un des supports principaux de l'innovation. Hein. Vous voyez, même dans la pédagogie inversée, il a fallu qu'on y place quand même les capsules vidéo, quoi. Il fallait de la technologie pour que ce soit crédible. Voilà. Et cette citation que je prends à l'interview de Tricot dans le café pédagogique, vous avez la référence, mais vous pouvez aussi acheter l'ouvrage, il n'est pas très cher. Et j'ai mis en rouge ce qui m'intéresse ici. Le métier d'enseignant, c'est un métier d'ingénieur. Le métier d'enseignant est un métier d'ingénieur. Et ça veut tout dire. Ça veut tout dire.
Ça fait très longtemps qu'en pédagogie, on dit que l'enseignant est un concepteur, un ingénieur, c'est un concepteur de dispositifs artificiels. Ça fait longtemps qu'on dit en pédagogie que l'enseignant est un concepteur de dispositifs d'apprentissage. Voilà. Ce serait ça, si vous voulez, la fonction principale de l'enseignant. C'est de construire ce qu'on appelle un dispositif, c'est un environnement construit. Un environnement construit, qui va permettre ce que Vygotsky et d'autres appellent l'étayage, par exemple. Okay, il va y avoir les supports, il va y avoir les méthodes qui sont proposées, il va y avoir le temps qui est donné, l'organisation des groupes, les objectifs, bien entendu. Voilà. Bon, métier d'ingénieur. Et puis, je n'ai pas eu le temps de le lire, parce que ça fait juste quelques jours que j'ai appris qu'est sorti cet ouvrage. Voilà. Donc, je ne vais pas en parler. J'ai vu seulement une petite reseña, un petit commentaire qui est fait de cet ouvrage. Et j'ai été très surpris parce que le commentateur, apparemment qui a lu l'ouvrage, ou alors il s'est trompé, peut-être sur la préface. D'après lui, l'OCDE a laissé tomber complètement l'idée des bonnes pratiques. Ça, c'est une vraie idéologie, les bonnes pratiques. Hein. Le ministère français, bonjour, hein, il est sur l'idée des bonnes pratiques. C'est-à-dire qu'il y aurait des pratiques de référence qui sont innovantes, qui sont efficaces, et donc il suffit de les copier-coller en quelque sorte. C'est oublier complètement la complexité des environnements. Vous êtes professeur, si vous avez l'expérience, vous faites un cours dans une salle avec des élèves, d'une certaine manière, vous refaites le même cours, un cours de la même manière le jour suivant, ça ne marche pas. Ça a marché la première fois, ça va marcher. Ce qui marche avec une classe, ça ne marche pas avec une autre. Ce qui marche avec certains élèves, ça ne marche pas avec d'autres. L'idée des bonnes pratiques, c'est une stupidité complète. Complète. Et donc, apparemment, dans la présentation de cet ouvrage, ce monsieur disait je suis très content parce que l'OCDE rappelle qu'elle est contre les bonnes pratiques. Je suis désolé, il n'a pas lu les ouvrages antérieurs de l'OCDE qui diffusaient les bonnes pratiques comme l'UNESCO et l'ONU. Donc c'est en rapport direct avec l'innovation. Ce qui est innovation, est-ce que ça peut être diffusé? Ce qui intéresse en didactique des langues, ce n'est pas des innovations ponctuelles, locales, ce n'est pas des expérimentations, c'est le fait que ça puisse se diffuser effectivement. Et le problème de la diffusion, de la généralisation et du maintien dans la durée des innovations, c'est le problème structurel. Okay. Or le problème, c'est que on peut sortir même une loi mathématique en didactique. Il y en a très peu. Il y en a très peu. Une loi mathématique, c'est que plus une expérimentation réussit et moins elle est transférable. Parce que plus elle réussit, plus l'environnement a été prévu de façon à ce que ça réussisse. Et donc plus l'environnement est en décalage avec l'environnement quotidien des professeurs. Je suis désolé, ce n'est pas très optimiste comme vision. Voilà, alors en France, on est des spécialistes de l'innovation, je ne sais pas si vous savez. On n'est pas très bien placé en PISA, par contre, on innove beaucoup. Ça interroge un peu sur le rapport entre l'innovation et l'efficacité. En France, on fait toujours tout à partir du haut, et donc il y a un Conseil national de l'innovation en France. Il y a un Conseil national, il y a des journées nationales d'innovation. Et le président en est Philippe Vattrelot. Je ne sais pas s'il a toujours eu cette idée-là, ce monsieur, mais il a changé d'idée. Et il présente en fait dans cette interview, il ne présente pas de manière enthousiaste ce qu'est l'innovation, mais les pièges de l'innovation. Alors je vais passer très rapidement sur l'innovance solitaire et rebelle. Voilà, ça c'est une typologie d'innovant. Le problème, c'est qu'il y a au moins une deuxième loi mathématique en didactique, c'est que plus c'est concret et moins c'est transférable. Et j'ai toujours été très surpris de voir que dans les colloques, c'est toujours les présentations les plus concrètes qui sont qui plaisent le plus. Le problème, encore une fois, c'est que plus c'est concret, plus c'est lié à l'environnement de l'expérimentation et de l'expérimentateur, et donc on sait à l'avance que moins c'est transférable. Voilà. Mais comme les évaluations se font généralement juste à la fin du colloque, elles ne se font pas 2 ou 3 mois après, et 1 an après. Plus c'est concret, moins c'est transférable. Et c'est pour ça que la formation d'un enseignant, c'est une formation à l'abstraction. C'est l'abstraction qui permet justement de décliner le concept dans des pratiques qui vont être adaptées à l'environnement concret. Voilà, j'ai le concept de poignée. Il n'y en a pas ici, là, je n'en vois pas là. Mais si j'avais une poignée en vue, eh bien, je saurais, avant même de l'avoir utilisée, c'est la première fois de ma vie que je vois cette poignée, je sais comment la tourner. Comme ça, comme ça, comme ça.
C'est incroyable. Comment on peut savoir utiliser concrètement une poignée concrète avant même de l'avoir vue? Parce qu'on a le concept de poignée dans la tête. Si on n'avait que des exemples concrets de poignées, à chaque fois, il faudrait voir comment ça marche, les poignées. Donc en général, vous savez, quand ça ne marche pas, quand on essaye, c'est jamais le bon truc, quoi. Je crois que c'est Sartre qui avait dit on ferait un grand progrès intellectuellement si on commençait toujours par la deuxième idée. Parce que généralement, la première, c'est pas très souvent la bonne, quoi. Pour les poignées comme pour les idées, d'ailleurs. Bon, allez, je laisse mon blabla. L'innovation apanage du privé. Ça, c'est en France, ce seraient les écoles privées qui seraient innovantes, alors que le public serait traditionnel, etc. Et puis voilà, l'innovation, discours managérial. Et voyez ce que dit ce président de l'innovation, privilégier les changements à bas bruit. Non pas les grandes innovations publiques, médiatisées, mais ce que chaque enseignant, au jour le jour, innove dans sa classe. L'innovation, en quelque sorte, comme mode de fonctionnement normal d'un enseignant dans sa classe. Un enseignant, il doit innover, il doit chercher. Tout simplement parce que s'il n'est pas en recherche, eh bien, il se fossilise. L'innovation, il faut bouger. Il faut bouger. Moi, j'ai appris la plus grande leçon épistémologique que j'ai reçue de ma vie, c'est avec mon professeur de tennis. Bon, à l'âge que j'ai, moi, je faisais du foot. J'ai joué en semi-pro au Venezuela à une époque. Mais après, on arrive à un certain âge, vers 30-35 ans, où on n'arrive plus à faire la deuxième mi-temps. Donc on embête un petit peu, quoi. Donc on passe à autre chose, et tout le monde passait au tennis. Donc je suis passé au tennis, mais ça ne m'a jamais passionné. J'ai quand même pris quelques cours au départ. Et donc ma grande leçon épistémologique, c'est que mon professeur voulait à tout prix que je sautille comme ça, sans arrêt. Et à un moment, bon, je n'osais pas le contredire, mais à un moment, je lui ai dit, attends, ça me faisait mal, ça fait mal au mollet, quoi. À un moment, je lui ai dit, mais pourquoi il faut bouger là, avant de voir la balle partir au service? Il se fend la gueule, comme on dit. Il me dit, si vous attendez de voir où part la balle, vous partez trop tard. Vous bougez trop tard. Donc il faut bouger avant de savoir. Alors voilà la vérité épistémologique. Il faut bouger avant même de savoir vers où on va bouger. Et c'est pour ça qu'on sautille sur place. Ben, un enseignant aussi. Il doit bouger sans même se poser la question est-ce que l'innovation elle va dans le bon sens ou pas. Au-delà du sens de l'innovation, il y a le fait qu'on bouge. Voilà. Et c'est la recherche universitaire, c'est la même chose. Le but principal, premier de la recherche universitaire, c'est pas de trouver, ça fait rigoler en dehors de l'université, bien sûr, mais c'est comme ça, on n'y peut rien. Le but principal de la recherche, c'est la recherche elle-même. C'est pas le produit, c'est le processus de recherche. C'est la dynamique même dans laquelle on se trouve en tant qu'enseignant ou en tant que chercheur lorsque on est dans une logique de recherche. Voilà, vous vous rappellerez l'image du tennis. Et puis, voyez, ce qu'il dit aussi va trop loin. Ne pas méconnaître la réalité du terrain et des pratiques enseignantes, moins prescrire l'idéal et mieux soutenir l'existant. Et ça, c'est le président du comité national d'évaluation qui dit ça. Vous voyez comme quoi la conception de l'innovation, quand même, a énormément bougé. Pourquoi j'ai mis ça? Ah oui, parce que je vais en reparler tout à l'heure, si j'y arrive. On m'a demandé, il y a quelques années, à l'université de Bordeaux 3, de participer à un ouvrage collectif, vous voyez, vous avez le titre là, Dispositif numérique pour l'enseignement à l'université, le recours au numérique pour enseigner les langues, littérature et civilisations étrangères. Alors c'est ce qu'on appelle les filières LCE en France, langue, littérature et culture étrangère. Ce sont en général les filières les plus traditionnalistes. Et donc là, il y a un groupe de recherche qui veut innover et qui veut innover à partir du numérique. J'y reviendrai tout à l'heure, ça peut vous intéresser, parce qu'à cette occasion, j'ai fait une sorte de modèle d'innovation à l'université. Il ne suffit pas d'introduire une technologie nouvelle pour innover à l'université. L'innovation dans une institution est un processus qui doit se penser de manière systémique, en tenant compte, y compris des enseignants qui ne veulent pas innover et qui ne veulent pas bouger. Voilà, alors, je vous disais au début que j'allais prendre comme modèle d'innovation, parce que c'est un modèle incontournable, c'est la technologie.
la technologie qui serait en soi porteuse d'innovation. Okay, ça nous renvoie aux années 1950, 1960. C'est ce qu'on appelait la révolution technologique dans tout l'Occident. Okay, et c'est à cette époque-là qu'est apparue la méthodologie audio-orale avec le laboratoire audio-oraux, et c'est à cette époque-là qu'est apparue la méthodologie audiovisuelle. Pourquoi est-ce que la technologie a été introduite comme vecteur d'innovation en didactique des langues dans ces années-là? Parce que dans toute l'histoire des idées de l'époque, eh bien, on pensait que la technologie était en soi porteuse de progrès. Plus il y a de technologie, donc on pense que plus on introduit de technologie dans l'enseignement des langues, et plus les élèves vont apprendre. On ne peut pas, si vous n'avez pas cette idée-là, vous ne pouvez pas analyser correctement l'unité didactique des manuels audiovisuels, voix Images de France, la France en direct, etc. Tout a été fait, en fait, pour que l'enseignant ait à recourir à la fois à l'image et au son, depuis le début jusqu'à la fin de l'unité didactique, à part l'ultime moment de la classe de langue, comme on disait, qui est le réemploi libre. Mais auparavant, tout est fait pour que l'enseignant puisse utiliser conjointement l'image et le son. Alors voilà, les exercices structuraux dans les années 50, l'enseignement assisté par ordinateur, les laboratoires de langue dans les années 70, j'en oublie, j'en passe des meilleurs, sans doute. Il y a les capsules vidéo maintenant qui sont liées à la pédagogie inversée, okay, et les technologies de l'information et de la communication. Alors, sans vous décourager, parce qu'il faut bouger, vous avez compris, il faut bouger. Mais bouger, ça peut être aller vers la tradition et non pas vers l'innovation. Vous bougez aussi quand vous allez vers la tradition, hein, quand vous récupérez le patrimoine que l'on a eu tendance à oublier en didactique des langues. Il faut considérer que la flèche du progrès ne part pas dans notre culture à nous, de la gauche, pour aller vers la droite, et que c'est une montée progressive et constante. Hein. Ou alors, pour ceux qui sont dans un pays arabe, de droite à gauche. Il ne faut pas oublier la chose. Hein. Il y a eu je ne sais pas pourquoi je raconte ça, c'est pour... voilà. Il y a un bug historique en management d'entreprise. C'est une entreprise pharmaceutique française qui avait produit un sirop pour la toux. Donc ils avaient, sur le carton d'emballage, vous aviez de gauche à droite une première image, quelqu'un toussait, deuxième image, vous le voyez avaler, la troisième image, ça y est, il est guéri. Donc ils l'ont diffusé dans les pays arabes, ils ont bien traduit le texte, et ils ont oublié d'invertir le sens des images. Donc le message c'était, vous êtes bien, prenez notre sirop, on vous garantit que vous allez tousser. De l'importance de la culture, et pas seulement de la culture langagière, mais aussi visuelle. Bon, pourquoi j'ai raconté ça? C'est parce que ça ameniza el trabajo. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez les dossiers de veille de l'IFE, l'Institut français d'éducation. Ils sont très très bien faits. Ça paraît à peu près tous les mois ou deux fois par mois. Et donc là, Rémi Thibert, qui se trouve être un ami, je l'ai connu à l'association que j'ai dirigée pendant un certain temps, la PLV. Rémi Thibert, qui travaille maintenant là, a fait un très bon dossier sur, vous voyez, pédagogie plus numérique égale apprentissage 2.0. 2.0 point, mais c'est plutôt un point d'interrogation qu'il faudrait à la fin, que vous rajoutez à la fin si vous avez lu la chose. C'est ce qu'on appelle une méta-analyse. D'accord ? Donc il lit apparemment plusieurs langues, l'allemand, l'anglais, l'espagnol et le français au minimum. Donc voilà la conclusion. La plupart des analyses des effets effectifs de l'innovation concluent que la technologie a un impact modéré, voire inexistant, et même parfois négatif sur le résultat des élèves. Bon. Il faut bouger, mais peut-être pas forcément bouger sans arrêt de ce côté-là, quoi, hein. L'OCDE, l'enquête PISA, ça c'est bien, hein. On peut dire les autres, bon, c'est des universitaires. Voilà. L'enquête PISA, ce qui est en rouge, là, c'est pas moi qui l'ai mis, hein, en orange. C'est dans le texte, j'ai fait une photocopie, c'est pas la caratoula, mais ça doit être quelque part, peut-être la 4e de couverture. OK ? Voilà, je vous ai laissé lire. Voilà ce que dit PISA. Soit à quoi maintenant on pourrait alors les questionner, mais pourquoi est-ce que vous voulez maintenant passer à une évaluation uniquement numérique ?
parce qu'apparemment PISA 2008 va être uniquement numérique en ce qui concerne le contrôle de la compréhension de l'écrit. Donc ça pose un problème. Et bon, ça ne me rajeunit pas non plus, hein. Ça fait une vingtaine d'années, si vous voulez, que j'ai écrit un article qui s'intitule « Que reste-t-il de l'idée de progrès en didactique des langues ?» Ouais, parce que déjà à l'époque, ben, on questionnait, ouais, ça se dit en français aussi, hein, on questionnait l'idée même de progrès. Regardez l'écologie, par exemple, la pensée écologique, c'est une pensée qui brise un petit peu cette idée que le progrès serait constant et linéaire. Ah ben, il y a des progrès technologiques qui impliquent des régressions. Des régressions. Alors, voilà, si vous voulez, quels sont les différents thèmes que j'aborde dans cet article. Vous avez les références ici. Je vois que le temps passe, donc je vais moi aussi passer. Mais regardez, je veux prendre seulement un exemple, ou deux exemples. Regardez, par exemple, l'enseignement assisté par ordinateur, même les laboratoires de langue et les exercices structuraux, fin des années 50, début des années 60. Qu'est-ce que ça a produit, ça ? On utilise massivement le progrès technologique. Il y avait même des machines à enseigner. J'en ai parlé hier dans mon séminaire. Qu'est-ce que ça a produit ? Ça a produit une régression en termes de didactique. C'est-à-dire qu'on a abandonné la conceptualisation, application grammaticale qui était de règle auparavant. Et on n'utilisait plus directement que des exercices, soi-disant, d'automatisation immédiate. Donc, on avait abandonné la séquence progressive préalable, qui était la norme, hein, la procédure standard d'enseignement scolaire de la grammaire, avant les exercices structuraux. C'était repérage ou reconnaissance, conceptualisation, application. Seulement après venaient des exercices d'entraînement, et enfin venaient les différents types de réemploi. Ce qu'a imposé à la fois le magnétophone bipiste et le behaviorisme, et un petit peu aussi le distributionnalisme pour fabriquer les exercices, c'est que les élèves n'avaient même pas à repérer les nouvelles formes langagières. Après une explication très rapide du dialogue initial, qu'est-ce qu'on faisait ? On les envoyait au laboratoire pour faire des exercices soi-disant de systématisation ou d'automatisation, à la fin duquel ils étaient censés pouvoir réutiliser eux-mêmes les structures. Mais on ne testait pas le réemploi des structures. Une fois que les exercices structuraux étaient terminés, hop, on repassait à l'unité suivante. Vous voyez ? Du point de vue didactique, la technologie du laboratoire de langue a provoqué une régression didactique catastrophique. Les progrès technologiques peuvent provoquer des régressions didactiques. Regardez la pédagogie de l'intégration. Je suppose qu'on en parle aussi ici. Pédagogie de l'intégration. Bon, j'ai un de mes blogs, mais vous pouvez aussi retrouver sur mon site, vous tapez pédagogie de l'intégration, non, ça c'est pour les pays du Maghreb et de l'Afrique, de l'ancienne AOF. La pédagogie inversée, excusez-moi, la pédagogie inversée. Bon. La pédagogie inversée, c'est bien joli. J'ai un article d'un universitaire américain qui parle de pédagogie inversée à l'université et qui en explique l'intérêt. C'est vrai que la pédagogie inversée, moi, le premier article que j'ai écrit positif sur la pédagogie inversée, c'était la pédagogie inversée à l'université. Pourquoi ? Parce qu'il règne encore souvent, pas en français langue étrangère, parce qu'on est quand même très didactique pédagogie, mais dans beaucoup d'autres matières, c'est le règne absolu, presque absolu, du cours magistral. Donc introduire la pédagogie inversée, c'est une rupture épistémologique, là on peut dire une rupture épistémologique, qui amène les enseignants à réélaborer complètement leur dispositif d'enseignement-apprentissage. Donc la pédagogie inversée a un effet de rupture par rapport à une pratique traditionnaliste très ancrée qui va obliger justement à bouger. Si vous faites de la pédagogie inversée, vous êtes obligé de bouger lorsque vos étudiants arrivent dans l'amphithéâtre. C'est le seul intérêt pour moi, parce qu'il y a aussi des inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que les capsules vidéo qui sont censées donner les informations au départ, l'enseignant les produit sans voir les élèves, sans voir les étudiants. Or, quand on fait du cours magistral, il y a de bons cours magistraux aussi, même de bonnes conférences magistrales, j'espère, hein, où on sait éveiller l'intérêt des étudiants, et on voit les réactions des étudiants. On voit sur leur visage s'ils comprennent ou pas. À la limite, quelqu'un qui ne comprend pas, il ne se gêne pas. Maintenant, les étudiants, ils prennent la parole en disant « Excusez-moi, je n'ai pas compris. » Ouais, d'accord ? Ce que vous n'avez absolument pas dans la préparation à l'avance de vos capsules.
Donc ça demande beaucoup plus de compétences pédagogiques et didactiques que de préparer la séquence transmissive sans la présence des élèves. D'accord ? C'est une difficulté supplémentaire. La pédagogie inversée, là-dessus, elle renforce la difficulté de ce qui est transmission et qui est aussi nécessaire. Ensuite, le travail sur les capsules, ça pose des problèmes quand même en termes de gestion de l'hétérogénéité. Vous avez les élèves les plus faibles ou les élèves les moins autonomes qui vont être pénalisés constamment au niveau de la transmission de l'information. Okay ? Sans parler dans l'enseignement secondaire ou dans l'enseignement primaire, parce que maintenant ça arrive, cette folie arrive jusqu'à l'enseignement primaire, sans parler des conditions de travail que les élèves peuvent avoir chez eux. Il y a des élèves qui n'ont pas de bureau pour travailler chez eux, qui n'ont pas de chambre avec un bureau, et qui travaillent sur un coin de cuisine avec les frères, les sœurs qui braillent, et la maman et le papa. Ok ? Vous vous rendez compte un petit peu du point de vue déontologique, le problème que ça peut poser. Cet universitaire américain disait c'est très intéressant la pédagogie inversée. Il a expérimenté, il a testé, il a évalué. Et il a dit bon, bien évidemment, on ne peut pas imaginer de l'utiliser avant le master, pas encore avec les étudiants de licence, parce qu'ils ne sont pas encore assez mûrs et assez autonomes. Et on voit des séquences de pédagogie inversée proposées au primaire. Il faudrait quand même se poser la question. Et puis il y a une question qui n'est pas du tout subsidiaire, c'est dans l'enseignement des langues. Dans l'enseignement des langues. La première inversion de la pédagogie, elle a eu lieu entre la méthodologie traditionnelle et la méthodologie directe, fin 19e siècle. J'ai sur mon site, et c'est un document historique très important pour l'histoire des méthodologies, une conférence donnée par un certain Adrien Godard, professeur d'allemand de son État. Il a mal fini comme inspecteur général d'allemand, mais il a été dans sa classe pendant très longtemps. Il a fait seulement deux articles absolument géniaux. Un sur la lecture directe, et c'est là une conférence qu'il a faite à Nancy en 1902, publiée dans les langues modernes en 1903. Et il commence cette conférence, vous avez compris que professeur d'allemand, en 1903, il ne pouvait pas aller plus à l'est que Nancy. Mais il allait quand même à l'est. Il allait au maximum. C'est l'époque où, regardez l'interculturel, on va en parler. Un professeur d'allemand disant « Il est très important de connaître la culture allemande, parce que c'est très important de connaître la culture de nos rivaux actuels et probables ennemis de demain. » On est à la fin du XIXe siècle, dans la période qu'on appelle le revanchisme. Connaître la culture des autres. Quelle est la première langue qui a été enseignée en France dans les écoles militaires ? C'est la langue de l'ennemi. C'est l'allemand. C'est l'allemand. Il faut connaître la culture de l'ennemi. C'est la priorité. Voilà la réalité de l'interculturel. Ou une des réalités de l'interculturel. Bon, je parlais de quoi, là ? Je parlais de... Oui, Adrien Godard, 1902. Il est dans un amphithéâtre comme ça, là, une conférence magistrale sur la lecture directe. La méthodologie directe a été mise au point sur les débuts de l'apprentissage, avec l'utilisation de l'environnement de la classe. Je suis le professeur, je suis un élève, répète, je suis un élève. Qu'est-ce que c'est ? C'est un stylo. Il y avait les séries. Et on faisait toute la grammaire pratiquement uniquement dans l'environnement de la classe. Lève-toi, va au tableau, prends une craie, écris ton nom, repose la craie, repars t'asseoir. Okay ? Qu'est-ce que tu fais ? Je me lève, je vais... Demande à ton voisin, lève-toi, va au tableau. Toute la conjugaison, les paradigmes verbaux, ils passent là. Qu'est-ce que vous auriez fait hier si je vous l'avais demandé ? Nous serions levés, nous serions allés au tableau, etc. D'accord ? C'était ce qu'on appelait les séries d'action, inventées par Gouin dans les années 1870. Il y a une instruction officielle en 1935 qui interdit officiellement ce genre d'action. Et vous allez comprendre pourquoi. L'action qui est citée est parce qu'il y avait une des actions classiques qui était « lève-toi, va à la porte, ouvre la porte, referme la porte, ensuite frappe, rentre et reviens t'asseoir ». Cette action-là est officiellement interdite en 1935. Vous avez compris pourquoi ? Parce qu'il y avait un certain nombre d'élèves qui en profitaient pour ne pas rentrer. Comment faire l'école buissonnière à partir de l'école ? C'est fort. C'est très fort. Donc il y avait déjà des problèmes de discipline à l'époque, mais ça on le savait déjà.
Voilà, et donc, bon, excusez-moi, je raccroche mes wagons, je parlais de... Ah oui, Adrien Godard. Adrien Godard et la conférence d'Adrien Godard. Il commence en disant, mes chers collègues, parce qu'il était encore enseignant, hein, mes chers collègues, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Il parlait de la lecture directe. Comment on va aborder les textes authentiques, littéraires à l'époque, en méthodologie directe. J'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Jusqu'à présent, c'était les élèves qui préparaient la classe. Pour la prochaine classe, vous traduisez de la ligne temps à la ligne temps. Puis ensuite, le professeur corrigeait le travail des élèves. D'accord ? Auparavant, c'était les enseignants, les élèves qui faisaient le travail. Mauvaise nouvelle, maintenant, ça va être à vous à faire le travail. C'est maintenant à vous à préparer la classe. Et il explique ça comment ? Comment est-ce qu'il explique cette inversion ? Voilà la pédagogie inversée. La méthodologie directe implique la pédagogie inversée par rapport à la méthodologie traditionnelle. Parce que si ce sont les élèves qui préparent chez eux, eh bien, ils vont prendre la grammaire, ils vont prendre le dictionnaire, ils ne vont pas prendre contact avec la langue de manière directe, directement en langue étrangère. Ils vont aller à la traduction et ils vont aller à la grammaire. Ben, je suis désolé, c'est toujours valable. Hein. C'est un problème particulier que pose la pédagogie inversée, la nouvelle pédagogie inversée qui revient sur l'inversion première. Techniquement, du point de vue didactique, la pédagogie inversée actuelle est une régression par rapport à la pédagogie inversée de la méthodologie directe. Voilà. Bon, alors je vous avais parlé d'Huberman. On va voir quelques graphiques maintenant. Comme vous avez été sage, on va passer à quelques images. Voilà ce que Huberman, dans l'ouvrage que j'ai cité tout à l'heure, publié par l'UNESCO, voilà comment il présente. Là j'ai peur, moi, quand je vois comme ça les lignes qui montent tout de suite. Hein. Alors, comment s'impose l'innovation ? Léger engagement, début de la prise de conscience. En bas, engagement modéré, recherche d'information. Fort engagement, recherche active d'information, expérimentation. Fort engagement, effort visant à adapter l'innovation. Engagement décroissant avec l'accoutumance à l'assimilation, et l'innovation devient une routine. Ben ça, on a intérêt à réciter sa prière préférée si on pense ça, hein, parce que ça ne marche pas du tout comme ça, l'innovation. Et ceux qui ont étudié, le problème, c'est qu'en didactique des langues, et en général à l'université, on n'étudie pas le devenir de l'innovation. On présente des expérimentations, mais on présente très rarement el porvenir, l'avenir. Hein, qu'est-ce que finalement a donné l'innovation au bout de quelques années dans les pratiques quotidiennes. Alors, ce qui intéresse la didactique, ce n'est pas l'innovation en tant que telle, mais les effets de l'innovation en termes de changement. Et quand on parle de changement, on parle d'installation dans la durée et de généralisation. Généralisation et pérennisation. Voilà les deux concepts, si vous voulez, qui définissent le changement par rapport à l'innovation. Et on va voir, regardez ça, l'innovation qui produit des changements en chaîne. Tout le monde finit par innover. Forcément, hein, l'innovation se généralise mécaniquement. C'est une réaction en chaîne. Ça marche peut-être pour les bombes atomiques, pas pour l'innovation didactique des langues. Ça, c'est sûr. Non, on est dans les années 70. Par contre, ça, c'est un modèle très, très connu en management d'entreprise qui montre comment l'innovation passe ou ne passe pas dans les entreprises. Vous voyez ? Il y a le début, il y a le pic des attentes exagérées, qu'on dirait en français, je crois. Hein. Il y a toujours le creux de la désillusion, et puis il y a la remontée de l'éclaircissement et le plateau de la productivité. Regardez comment ce plateau de la productivité, il n'est pas tout à fait un plateau. Hein. On l'arrête au moment où il serait un plateau, juste. Et ça, c'est une représentation idéologique. Hein. Regardez, alors, si vous tapez sur Google le nom de ce schéma-là, The Hyper Cycle, je crois en anglais, vous trouvez des centaines de variations. Regardez le plateau de la productivité. À mon avis, il ne fait pas de cycle, il fait pas de vélo, ce type. Hein. Parce que quand on est sur un vélo et qu'on monte une pente comme ça, on n'a pas l'impression d'être sur un plateau. Ça, c'est l'effet idéologique. Il faut que le progrès soit constant, linéaire. Donc même un plateau se transforme dans une courbe ascendante. C'est de l'idéologie pure, ça.
Voilà un autre modèle où là, l'innovation, elle passe par plusieurs phases qui sont répétées, ce qui fait qu'à la fin, si vous voulez, si vous le prolongez, le creux de la désillusion, il finit par être supérieur au pic antérieur des attentes exagérées. C'est quand même exagéré, hein, comme représentation du progrès. Par contre, voilà, j'ai un article que j'ai trouvé récemment, vous voyez, en novembre 2007, qui examine l'avenir des modes en management d'entreprise. Mais il y a des modes aussi en didactique des langues. Hein. La pédagogie inversée, c'est très clairement un mode, et on peut l'analyser en tant que mode, avec ce que ça produit, hein, les effets de mode. Regardez les modes en management d'entreprise, elles finissent tous par disparaître. Toutes. C'est même pas le schéma antérieur de Gardner, du Gardner Group. Voilà comment le Gardner Group a modifié son schéma. Et à chaque fois, vous avez une nouvelle mode managériale. Vous voyez un petit peu comment en management d'entreprise, les modes se succèdent à un rythme absolument invraisemblable. En management d'entreprise, vous avez des modes qui apparaissent tous les 15 jours, tous les mois, avec les gourous correspondants qui vont se faire inviter dans le monde entier pour en parler. Ce qui explique, si vous voulez, un phénomène particulier que l'on retrouve aussi maintenant en didactique des langues, grâce justement aux innovations technologiques qui sont très rapides, c'est que vous pouvez avoir des gens qui passent toute leur carrière en train d'expérimenter de nouvelles technologies. Donc ils sont toujours en train d'expérimenter. Ils n'ont pas besoin de se poser la question de la généralisation et de la pérennisation dans les classes, parce que Dieu merci, il y a toujours une nouvelle technologie qui apparaît. Alors on a travaillé sur l'ordinateur, ça ne marche peut-être pas, mais il y a ce qui apparaît, il y a le tableau blanc interactif qui apparaît. Ah, le tableau blanc interactif. Donc on va expérimenter sur le tableau blanc interactif. Et puis, bon, on s'est rendu compte que le tableau blanc interactif, bon, c'est pas non plus terrible, mais il y a les tablettes qui arrivent. Alors les tablettes, hop, on expérimente les tablettes. Et puis quand les tablettes, on se rend compte que c'est pas génial, par exemple, pour travailler l'écrit, et puis il y a d'autres effets pervers aussi, il y a les smartphones. Les smartphones, voilà maintenant, on va expérimenter avec le smartphone en classe. Peut-être plus en France, puisque ça va être interdit apparemment par notre ministre de l'Éducation, qui apparemment est un grand pédagogue et un grand didacticien, puisqu'il vient de sortir des consignes très, très, très strictes sur comment enseigner la lecture aux élèves. Voilà, en se basant sur l'innovation que pourraient représenter dans sa tête les neurosciences. Voilà. Sourions. Sourions finement. Sourions finement. Mais à chaque fois qu'arrive une innovation, à chaque fois, cette espérance insensée de dire « ça y est, on a trouvé quelque chose qui va tout faire changer », ça se remet en route à chaque fois. C'est impressionnant. Moi, j'ai fait l'histoire de la didactique. À chaque fois, ça marche. À chaque fois, ça marche. Voilà. Donc, cette succession très forte d'innovations constantes, ça permet à certains de transformer le pic des attentes exagérées en plateau des attentes exagérées. Voilà. Et ils peuvent continuer à expérimenter des technologies différentes comme ça, sans jamais en fait qu'il y ait une évaluation massive au bout de quelques années de qu'est-ce que ça a donné effectivement en termes de changement dans les classes quotidiennes. Ça le problème. C'est très facile d'expérimenter, hein, très facile. Le problème c'est, et c'est le problème essentiel en didactique, c'est qu'est-ce que ça a changé, quel est le changement dans les pratiques de la majorité des enseignants. Alors, John Hennessy, président de la Stanford University, prestigieux, hein. Il a pris sa retraite juste après avoir donné cette conférence, cette interview. Je pense qu'il a eu raison parce qu'on aurait pu le critiquer. Alors, vous voyez une interview, vous avez les références. L'intervieweur, en 2012, monsieur le président de la Stanford University, vous aviez prédit un tsunami pour l'enseignement supérieur avec l'arrivée des MOOC. Vous voyez un petit peu le sens de la question, je mets l'intonation exprès. 4 ans plus tard, qu'en pensez-vous? Petit sourire. Réponse. Nous avons compris quelque chose de vraiment important au sujet des MOOC. Il est très difficile de construire un cours pour des milliers d'étudiants n'ayant pas le même acquis et les mêmes parcours.
Ah ben voilà une découverte pédagogique. Ah mais c'est très important, effectivement. Voilà ce qu'a apporté l'innovation des MOOC. On a découvert ça. Comme les neurosciences, j'ai vu, maintenant tous les articles, c'est les neurosciences nous apprennent que des enfants, eh ben, au bout de 15 minutes, il faut passer à une autre activité. On a appris quelque chose d'important. Pour l'instant, vous m'excusez, mais les neurosciences, à part les bêtises qui sont dites à partir des neurosciences, tout ce qui est dit de bon, c'est ce que les enseignants connaissent déjà de manière empirique et qu'ils font depuis très longtemps. Mais comme ça donne une garantie scientifique, une caution scientifique, on s'y précipite. Voilà. Alors, excusez-moi, si vous regardez le parcours des étudiants, pour certains ça va trop vite, plus trop dur, trop simple, trop lent, le résultat est qu'il y a un taux d'abandon très élevé. Et on le savait à l'avance, mon pauvre monsieur. Il n'y avait pas besoin d'expérimenter les MOOC. Hein. Il y en a qui le disaient depuis très longtemps. Et voilà comment ils continuent. Les MOOC ne fonctionnent pas comme prévu initialement. Mais il y a des alternatives qui sont tout à fait prometteuses dans toutes les disciplines. La classe inversée en est une, les SPOC. Attention, vous êtes encore sur les MOOC. Non, maintenant c'est les SPOC. Small Private Online Courses. Fonctionnent bien avec les étudiants qui ont le même type de parcours. Je pense que la demande pour ce genre de modèle va clairement augmenter. Vous voyez comme quoi il veut se maintenir sur le plateau des attentes exagérées. Il ne veut pas redescendre, le type. Il est sur son vélo sur le haut plateau. L'altiplanie ici est là. Hein. Et pour s'y maintenir, comme les MOOC l'obligeraient à redescendre, eh bien il passe à une autre innovation. Il y en a justement d'autres qui sont disponibles. Donc il faut être très sensible à ces effets. Hein, le haut plateau de la recherche. Voilà. Regardez ce que dit Watrelot, président du Conseil national de l'innovation pour la réussite éducative en France. Voilà ce qu'il dit. Voilà. Il nous semble plus pertinent de parler d'enseignants ou de praticiens dans une démarche de recherche. Voilà. L'innovation, elle vient des enseignants, elle se diffuse parmi les enseignants, elle ne s'impose pas d'en haut, tout simplement. Voilà. Bon, ça c'est un modèle aussi que l'on trouve en management d'entreprise qui montre très bien en fait que on sait déjà qu'une innovation, ça va marcher avec les expérimentateurs, les passionnés, mais que forcément, ça va ensuite se généraliser. Ah pardon, c'est là. Ça va se généraliser et donc le pouvoir d'innovation va disparaître. Voilà, je vais terminer uniquement par cette hypothèse-là que je vous laisse lire. Et je m'excuse, vous auriez dû m'arrêter avant, là, parce que... Moi, ma montre, il est juste 11h. Hein. Oui, mais intervenir dans une il y avait un petit quart d'heure. Bon, j'ai commencé avec 3 minutes de retard, je crois. Donc, ce qui laisse... Non, on va pas se disputer sur non, le temps. Il est juste 11h battantes. Donc là, je disais 3 minutes parce que si vous me permettez d'utiliser ces 3 minutes, bah justement, il y a peut-être une ou deux questions dans la salle. Attendez, je vais le dire. Vous allez le dire? Je vais le dire quand même. Alors, j'imagine que vous avez eu le temps de lire ou de ne pas lire. En tout cas, laissez-moi, Monsieur le Président de la Fouet, de remercier quand même cette conférence extrêmement chatoyante, rayonnante d'idées, d'esprit, truffée d'anecdotes, de références, avec des concepts, également des concepts forts, tradition, innovation, et puis les aléas des modes, des pensées dans des pratiques, voilà. Alors, 2 petites minutes pour poser des questions. Y en a-t-il ? Si vous me... Alors, il semble qu'il n'y ait pas de questions. Il n'y a pas de questions. Alors, merci beaucoup et encore une fois, vous nous excusez pour ce petit retard. Merci à vous.